de diplomatie égyptienne, voilà une excellente occasion de plonger un petit peu dans l'histoire, de savoir justement l'historique de ce ministère, de ce grand ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie égyptienne, mais aussi quels sont les points les plus éminents, les plus forts qui marquent justement tout ce parcours. Nous avons le plaisir, mais aussi en fait l'honneur d'avoir avec nous ce soir Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci de nous avoir fait l'honneur ce soir justement de venir nous joindre sur le plateau de Nile International. Merci beaucoup, tout l'honneur est à moi. Je vous remercie de votre invitation et j'essaierai de faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Bon, justement, pour commencer, puisqu'on a justement discuté un petit peu avant de commencer l'historique de ce ministère des Affaires étrangères. Justement, quand on parle de l'historique, nous allons peut-être revenir à l'époque de Mohamed Ali. Et justement, 100 ans, c'est énorme quand même, justement, comme parcours. Voulez-vous nous parler un petit peu, justement, de cette historique pour commencer? Bien, j'irai plus loin. Je reviendrai à la reine Hatshepsut, qui est la première tout de même qui a établi des accords et de relations commerciales, donc si on dit commercial, on dit économique, hein, et définitivement un peu politique, avec les pays ou les régions de la Corne de l'Afrique. Oui, c'est formidable. Il y a eu aussi, durant les périodes de l'Égypte, qui était un pays toujours convoité par les puissances étrangères régionales de l'époque, la Perse, etc., il y a eu des accords qui sont gravés sur pierre, hein, grâce aux discussions, aux négociations qui ont eu lieu. La Perse a occupé l'Égypte pharaonique 2 fois, chacune fois autour de 80 ans. Donc il y a des racines profondes de la diplomatie égyptienne, des affaires étrangères, qui se sont développées pour prendre des formes beaucoup plus modernes aujourd'hui. Mais la plus réelle et la plus probablement relativement récente diplomatie égyptienne remonte au temps de Mohamed Ali. Mohamed Ali, à ce moment, il n'y avait pas de ministère des Affaires étrangères. Il n'y en avait pas. Mais il avait choisi une personne qu'on appelait le Torjoman, donc le traducteur ou l'interprète, qui parlait 7, 8, 10 langues, pour entretenir des relations et les liens avec la communauté étrangère. Si vous me permettez, justement, nous allons nous arrêter là. Justement, nous allons reprendre à partir de ce point. Mais justement, c'est l'appel à la prière qu'on doit... oui, bien sûr. Justement, bien sûr. Voilà. Donc, une petite pause et on reprend juste après. Voilà, justement, on parlait justement de l'historique du ministère des Affaires étrangères, de la diplomatie égyptienne. Dr Hani Abdelaziz nous a parlé justement un petit peu de l'ère, voilà, on est retourné voilà, jusqu'à l'ère pharaonique, jusqu'à la reine Hatshepsut, absolument, pour savoir comment était justement cette vision qu'avait cette reine pour gérer justement l'Égypte. Et justement, voilà, le commentaire c'est dans un instant, si vous me le permettez, mais justement, on s'est arrêté, Dr Hani Abdelaziz, avec Mohamed Ali. Oui, mais je reviendrai tout de même sur l'ère pharaonique, et je dirais que Hatshepsut est l'exemple le plus intéressant, une femme reine qui gère la politique d'un pays, économique, financière, mais il doit y en avoir des dizaines. Je ne suis pas du tout expert dans l'histoire pharaonique qui est très profonde et souvent mystérieuse. Mais pour revenir à la question de Mohamed Ali, là, à cette période, il a choisi le Torgoman, là, qui était un monsieur qui parlait 7, 8, 10 langues, pour s'occuper des relations avec les différentes communautés étrangères qui vivaient à l'Égypte. Vous le savez très bien que l'Égypte a toujours été un pays d'accueil de premier ordre pour toutes les nationalités, toutes les religions du monde entier. Tout de même, nous devons y revenir si on peut, tout de même, la civilisation et l'État-nation le plus ancien du monde. L'État-nation, parce qu'il y avait un gouvernement du temps des pharaons. Donc, et il s'occupait aussi, ce Torgoman-là, des relations, ça va vous faire rire un peu, il faut un peu d'humour tout de même, ce qu'ils appelaient à ce moment-là Bahr Barra, la mer au-delà.
Alors, il s'occupait aussi des relations avec les autres puissances, les autres pays. Bahr Barra, la mer au-delà. Intéressant tout de même, c'est une anecdote, c'est sympathique, mais c'est là qui prouve tout de même qu'il y a toujours eu une diplomatie. Si je parle trop, vous me dites. Non, pas du tout, voilà. Voilà. Mais depuis, donc, disons, la révolution d'Ahmad Orabi et le Khedive qui a appelé les Britanniques à s'installer en Égypte, et qu'ils ont envoyé tout de même un corps expéditionnaire de 40 000 personnes, 40 000 soldats, contre une armée égyptienne d'Ahmad Orabi de 10 000, la défaite à Kafr el-Dawar, l'Angleterre, le royaume de Sa Majesté, ont occupé l'Égypte. L'Égypte n'a jamais été une colonie, mais a été occupée militairement, et à partir de là, c'est le consul général et le haut commissaire britannique au Caire qui géraient l'Égypte réellement. Au point que c'était lui qui imposait qui serait le Premier ministre, qui serait le ministre. Et ça a continué comme ça. D'ailleurs, un des cabinets, un des gouvernements égyptiens, à ce moment, je ne me rappelle plus qui était le Premier ministre, n'avait pas de ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères était le consul général britannique au Caire. Donc voilà un peu l'historique un peu de la question jusqu'en 1914. Là, ça a été déclaré officiellement un protectorat, donc occupé par la Grande-Bretagne, une sorte de colonie, mais sans le nom de colonie. Mais les affaires intérieures, elles étaient gérées par des ministres égyptiens, sans les affaires étrangères. Donc il a fallu attendre à 1922, suite à la révolution égyptienne de Saad Zarloul en 1919, pour créer le premier corps diplomatique égyptien indépendant. Et ça a commencé apparemment, et ça j'aimerais bien que l'ambassadeur Haridi, je crois qu'il va être avec nous, pourra jeter plus de thé à ces questions, mais c'était 3 ou 4 ambassades dans le monde entier, pas plus. Et ça a commencé. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier ministre des Affaires étrangères après la révolution de 1952, M. Mohamed Fawzi, était parmi ces premiers. Et ce monsieur que je n'ai jamais rencontré tout de même, mais j'ai tellement lu, il est devenu Premier ministre bien après, durant la période nassérienne et la période de Sadat, je le considère, et je pense à raison, comme étant le vrai père de la diplomatie égyptienne. Il a été suivi par quelqu'un de formidable, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui a été le représentant permanent d'Égypte auprès des Nations Unies à New York, M. Asmat Abdelmegid, mais un homme affable, d'une grande capacité de travail. Et je me rappelle très bien, j'étais déjà fonctionnaire aux Nations Unies, à tel point M. Abdelmegid soutenait les fonctionnaires égyptiens au sein de l'organisation, ce qui n'arrive plus. Depuis ce temps, ça n'arrive pratiquement plus. Très peu, presque pas. Donc, je voudrais tout de même souligner que ces 2 personnalités, j'en mentionnerai d'autres. Vous parlez des fonctionnaires égyptiens aux Nations Unies, qu'ils soient justement représentants du ministère des Affaires étrangères ou individuels? Les individuels qui sont dans l'informatique, qui sont dans la traduction, qui sont dans l'interprétation, qui sont dans tout ça. Dans le domaine des langues, l'Égypte était très très avancée. Donc c'était parmi les premiers tout de même à avoir des interprètes et des traducteurs. Il les a toujours appuyés pour qu'ils puissent progresser dans leur carrière, pour pouvoir faire entrer certains autres entre eux. C'était un âge d'or pour l'Égypte au sein du secrétariat des Nations Unies. Et ce que j'aimerais beaucoup que tout de même les médias égyptiens remettent en valeur ces 2 personnalités, M. Fawzi, et M. Asmat Megid, parce que ce sont de très grands noms, je pense qu'ils sont souvent oubliés. C'est pour ça que j'insiste un peu à leur sujet aujourd'hui. Ceci n'empêche, mais je ne vais pas mentionner tous les autres noms, parce que j'en ai connu beaucoup de représentants permanents de l'Égypte auprès des Nations Unies, à New York ou à Genève ou à Vienne. Vous avez M. le Fei qui était à Vienne, Mustafa Fei, qui a une grande capacité intellectuelle. Vous avez Mme Faiza Bounaga, qui est une très grande patriote et qui pendant les révolutions de 2011 et 2013 a joué un rôle très très important avec
les pays qui appuyaient la montée de tendances religieuses en Égypte. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a M. Salfaraghi qui était... Je vais y revenir parce que c'est un chapitre séparé. Justement, c'est tout un chapitre. C'est un chapitre séparé. Voilà. Et d'accord, il m'a enseigné et on le connaissait un peu quand mon père faisait son doctorat S-lettres à Paris. Mais Dr Boutros était plus ancien, donc c'est nous qui allions le visiter où il vivait. Donc, bien. Vous ouvrez Boutros Ghali. Boutros Ghali, pour moi... Voilà, nous allons justement ouvrir Boutros Ghali juste après ce commentaire. Je vous propose en fait à suivre avec nous un commentaire sur la diplomatie égyptienne et vous aussi, chers téléspectateurs, justement pour un rappel que c'était l'occasion de ce centenaire du ministère des Affaires étrangères. De nombreuses interrogations se posent sur la nature de cette institution et la relation aussi entre la politique étrangère et les circonstances politiques, économiques, sociales certainement et culturelles, ainsi que le rôle des missions diplomatiques à l'étranger dans l'exécution des objectifs de la politique étrangère et sur les caractéristiques aussi du diplomate capable d'exercer cette profession. Dalia Kalam vous propose plus de détails. Le ministère des Affaires étrangères joue un rôle manifestement essentiel dans la formulation de la politique étrangère. La constitution égyptienne stipule que c'est le chef de l'État qui se charge de la formulation de la politique étrangère de façon à servir les intérêts de l'État et ses priorités dans la gestion des relations avec l'étranger. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui assume l'exécution de cette politique. Cependant, le concept de la mission exécutive de la politique étrangère inclut de larges dimensions qui dépassent la simple définition de l'exécution. L'exécution, dans ce cas, est accomplie dans le cadre du ministère des Affaires étrangères afin de mettre en œuvre la politique étrangère à travers un processus continu qui s'adapte aux évolutions en relation avec les différents intérêts de l'Égypte, tout en faisant parvenir au Caire les informations, les évaluations et les recommandations. Les différents secteurs du ministère formulent alors des recommandations pour en faire part au ministère des Affaires étrangères qui les soumet au chef de l'État pour qu'il prenne des décisions en tenant compte des informations et des évaluations provenant d'autres sources. Le ministère des Affaires étrangères, à travers ses missions permanentes à l'ONU, soit à New York ou à Genève, assume une part essentielle dans la gestion des relations internationales de l'Égypte à travers le système de relations multilatérales. Le ministère des Affaires étrangères possède une longue histoire et un riche registre dans le domaine de l'organisation des conférences internationales, dont la plus importante est la Conférence des Nations Unies sur la population tenue au Caire en 1996, considérée comme l'une des plus importantes conférences organisées par l'ONU. Citons également le sommet du non-alignement tenu en 2009 et le sommet arabe européen en 2019 organisé par le ministère des Affaires étrangères. Et ce, en plus de nombreuses conférences internationales africaines, arabes et régionales qui ont été organisées par le ministère qui prépare actuellement la prochaine conférence internationale sur le climat, la COP27, prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, un événement grandiose qui vient sceller le rôle important de l'Égypte au niveau international. Il est également important d'aborder l'une des responsabilités essentielles du ministère des Affaires étrangères qui est le rôle assumé par les missions diplomatiques de l'Égypte à l'étranger vis-à-vis des expatriés égyptiens considérés comme partie intégrante du peuple égyptien, quel que soit leur métier ou leurs conditions. En réalité, la relation entre les missions diplomatiques et les Égyptiens à l'étranger est une responsabilité que le ministère des Affaires étrangères partage avec le ministère de l'Immigration. Les missions suivent les conditions de vie des citoyens égyptiens considérés comme l'image de l'Égypte à l'étranger pour les aider au niveau professionnel, social, juridique et humain, en plus de la création de canaux de communication permanents permettant aux citoyens à l'étranger de suivre continuellement les évolutions qui ont lieu en Égypte. Le ministère des Affaires étrangères est une institution qui a acquis sa réputation grâce à sa capacité de sauvegarder, mobiliser et défendre les intérêts de l'Égypte en temps de paix comme de guerre, ainsi qu'à gérer ses relations extérieures en tant que première ligne de défense des intérêts de l'Égypte. On vient justement d'ouvrir le chapitre de Boutros Ghali, voilà une figure éminente non seulement de la diplomatie égyptienne, mais mondiale en fait. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je n'ai aucune hésitation
qu'on me dise c'est votre compatriote, ce n'est pas votre compatriote, vous, etc., vous êtes biaisé envers lui, ça ne me dérange pas. Je fais mon jugement personnel sur ses capacités, sur le travail qu'il a fait et qu'il a tenté de faire, où il a été bloqué. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Américains, une seule voix sur 15, ont voté contre lui pour un deuxième mandat en tant que secrétaire général. Pourquoi? Dr Boutros Ali a eu une vision globale du monde pour réjuvéner. D'abord, il y a son agenda pour la paix, et on le sait maintenant, on le voit maintenant, que le système né de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 1945 n'est plus tout à fait valable, puisque les membres permanents n'arrivent même pas à faire la paix entre eux. Comment ils vont la faire pour le monde entier? C'est une question. Il avait une vision, il a fait un agenda sur un livret écrit. Il a fait un agenda pour le développement dans le monde entier, ce qui est essentiel. Mais un agenda pour le développement, ça veut dire se libérer du joug colonialiste moderne qui continue à exploiter les ressources naturelles et humaines, attention. Parce que les pauvres personnes qui immigrent illégalement, mais ils sont à la recherche d'une vie un tout petit peu meilleure. Ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. On les exploite, ils travaillent au noir. Ce n'est pas leur faute que les pays sont, et leurs pays sont énormément exploités. Si vous savez le coût des matières premières, j'ai travaillé dans 9 pays d'Afrique, hein. Par rapport au prix que l'on achète aujourd'hui, mais c'est à dormir debout, madame. C'est à dormir debout. C'est une fois à 20. Oui, c'est vrai. Une fois à 20. Multiplié par 20, le prix qu'on achète, mais le prix que reçoit le pays. Même l'assistance technique, on vous envoie des experts, des coopérants, etc., etc., etc. On vous offre 100 millions de X monnaies, mais 80% va aux experts. Est-ce que ceci explique un petit peu ces conflits ici et là dans le monde? Aujourd'hui, on parle de l'Ukraine. Il y a quelques années, c'était par exemple la Syrie, et voilà un conflit qui dure, voilà. Mais il y a l'Irak. Quelques années avant, il y a la Libye. Justement, sans mentionner les conflits voilà, dans les pays africains. Voilà. L'hégémonie politique, à la fin de la journée, ne veut rien dire si elle ne vise pas une hégémonie économique. Le but essentiel de ces tentatives d'hégémonie de part et d'autre, et je dis bien de part et d'autre, c'est d'avoir un contrôle plus important sur l'exploitation des ressources, je répète, naturelles et humaines en faveur de leur pays, pas en faveur des pays producteurs. C'est pour cela que ce monde ne se modifiera pas correctement, que s'il y a des règles de commerce international beaucoup plus équitables envers les pays producteurs de matières premières, et fournisseurs même de main-d'œuvre. On revient donc aux objectifs de la colonisation du début, justement, je ne sais pas depuis de quand, mais voilà, depuis l'ère du temps, en fait. Non, mais depuis le temps, depuis le temps pharaonique, voilà. Puisque l'Égypte était, par exemple, le pays le plus riche de la région, on a trouvé qu'il y a eu 6 pharaons qui venaient d'Éthiopie, qui ont gouverné l'Égypte, dans la 25e ou 26e dynastie. Et oui, c'est pour des raisons économiques, le pays le plus riche de la région et de l'Afrique et du Moyen-Orient. La Perse venait nous occuper. Il y a eu des tribus libyennes qui ont mis leurs pharaons régner sur l'Égypte parce que c'était le pays le plus riche par rapport aux voisins. Si les Macédoniens, Alexandre est venu en Égypte, c'est à la recherche de conquêtes militaires bien sûr, mais pour en tirer un profit. Il a été contesté par les Romains, qui ont repris le dessus. L'Égypte est devenue le grenier et le producteur principal de blé pour tout l'Empire romain. Oui. Il y avait une bonne dizaine de ports sur la Méditerranée, en Égypte, où l'on cultivait le blé. Et ce n'est pas la situation actuelle des fournitures de blé dans le monde entier qui me pousse à dire cela. Non, c'est une observation générale. On fournissait le blé à tout l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'était quoi essentiellement? La Méditerranée était appelée d'abord le lac romain. D'accord.
Justement, j'aimerais bien enchaîner avec l'actuel, avec aujourd'hui. Si dans les années 80, vers la fin des années 80, la restitution d'Ottawa a marqué l'une des victoires les plus énormes, les plus importantes de la diplomatie égyptienne, restitution d'Ottawa suite à l'arbitrage international, et justement, entre parenthèses, il faut justement rappeler que l'Égypte a célébré hier. Hier, c'était le 19 mars, c'est l'anniversaire justement de la restitution d'Ottawa. Il faut dire qu'aujourd'hui aussi, la diplomatie égyptienne joue un rôle très important depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a multiplié les efforts justement pour s'ouvrir au monde, pour retourner aussi à l'Afrique. Justement, dans ce contexte, il faut rappeler que la diplomatie égyptienne a réussi depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah el-Sisi en juin 2014 à réaliser un nouveau bond à tous les niveaux pour renforcer le rôle de l'Égypte sur les plans régional et international. La conduite du président Abdel Fattah el-Sisi à l'Égypte a été élu pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Égypte a également présidé le comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité et grâce à la diplomatie égyptienne, elle était également chef du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique et membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et a présidé cette dernière. Pendant les 6 dernières années, l'Égypte a tenu à établir des relations bien équilibrées avec tous les pays du monde, raison pour laquelle le président el-Sisi a été soucieux de participer aux sommets et aux instances régionales et internationales sans compter les visites que le chef d'État a effectuées afin de servir les intérêts de l'Égypte sur les plans politiques et économiques. Quant aux questions régionales au Moyen-Orient, l'Égypte a adopté des positions constantes vis-à-vis de la crise syrienne, les dossiers libéens, yéménites, irakiens et palestiniens. En ce qui concerne la cause palestinienne, l'Égypte a accordé toujours une priorité particulière à ce dossier vu qu'elle a organisé de concert avec le gouvernement norvégien la conférence du Caire sur la Palestine sous le thème Reconstruire Gaza le 12 octobre 2014. Cette conférence a débouché sur la collecte d'une somme de 5,4 milliards de dollars à titre d'aide à l'autorité nationale palestinienne. Concernant la crise syrienne, l'Égypte a déployé des efforts assidus pour stopper les fusions du sang en Syrie, raison pour laquelle l'Égypte a parrainé en janvier 2015 la conférence du Caire de l'opposition syrienne, puis elle a organisé une conférence élargie de l'opposition syrienne au Caire en juin 2015 qui a débouché sur la charte nationale syrienne et une feuille de route. L'Égypte a pris part aux réunions du Small Group sur le comité constitutionnel qui a visé à créer un environnement sûr et neutre qui permette à la Syrie de tenir des élections libres et régulières sous la supervision des Nations Unies. L'Égypte héberge toujours des réfugiés syriens dont le nombre s'élève à 500 000 personnes. Elle œuvre à leur consentir l'appui et les services nécessaires à l'instar des citoyens égyptiens. S'agissant du dossier libéen, l'Égypte a lancé en 2014 une initiative qui repose sur 3 principes, à savoir le respect de l'unité et de la souveraineté de la Libye sur ses territoires, la non-ingérence dans les affaires internes libyennes, le maintien de l'indépendance politique de la Libye. L'Égypte a aussi accueilli plusieurs réunions avec des diverses parties libyennes, en plus de sa participation aux conférences régionales internationales sur la Libye. C'est pour cela que l'Égypte a lancé la déclaration du Caire sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi pour proclamer un cessez-le-feu en Libye, laquelle a été favorablement accueillie à l'international. Pour ce qui est du dossier yéménite, l'Égypte a toujours souligné son appui à la légitimité yéménite et à un règlement pacifique et à la tenue d'un dialogue national pour parvenir à une solution consensuelle. À propos des relations égypto-africaines, le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu, depuis son accession au pouvoir, à jouer un rôle efficace en termes de la promotion de la coopération entre l'Égypte et ses frères africains dans tous les domaines. Cela s'est traduit par les visites mutuelles entre les responsables égyptiens et africains, lesquels ont débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux afin d'étayer la coopération économique. Au sujet de relations de l'Égypte avec ses partenaires en Asie, ces liens ont connu un élan considérable vu que le président el-Sisi s'est rendu à des États asiatiques qui n'ont jamais été visités par un président égyptien. Citons à titre d'exemple les visites officielles effectuées par le président à Singapour, en Indonésie, au Kazakhstan, en Corée du Sud ou encore au Vietnam. Ces périples ont tous pour objectif de tirer profit des expériences de ces États dans les domaines du développement, de l'enseignement, de l'industrie pour développer l'économie égyptienne et stimuler davantage les investissements.
Par ailleurs, les liens entre l'Égypte et les pays européens ont connu une impulsion particulière, notamment avec l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, la France, la Russie, le Portugal, la Grèce, Chypre et enfin avec le groupe de Visegrad réunissant la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. D'autre part, les relations égypto-américaines ont témoigné d'un bond important, notamment en termes du combat du terrorisme international et des organisations terroristes, vu que l'Égypte dispose d'une vision globale pour remédier à ce fléau. Ainsi, 7 ans après l'arrivée du président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir, la diplomatie égyptienne poursuit ses efforts afin que l'Égypte maintienne son rôle pionnier au niveau régional et international et pour protéger ses intérêts. Voilà, on parle surtout de ces 6 dernières années. L'Égypte a justement tenu à établir des relations bien équilibrées avec tous les pays du monde. On a vu le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a multiplié les déplacements, les voyages, justement, que ce soit pour des pays asiatiques, européens, en Afrique aussi. Justement, quel regard vous portez aussi sur le travail de la diplomatie égyptienne, de la vision aussi de l'Égypte? Quelle place porte l'Égypte aussi au niveau mondial ou sur la scène mondiale? Regardez, sur un plan général Oui. et comme observateur externe, je pense, et en toute franchise, que la diplomatie égyptienne a toujours essayé de recoller les pots cassés par des guerres qui ne sont pas réussies. D'accord. Peut-être la dernière, sûrement la dernière en grande partie. Mais en toute honnêteté, même si je diffère sur certains plans avec certains des ambassadeurs à titre privé, amical et tout cela, la diplomatie égyptienne a toujours été très puissante. Et je vous ai mentionné 2 noms, je peux vous en donner des dizaines de personnalités que j'adore, que je respecte, qui me respectent aussi énormément, et qui m'ont respecté dans mon rôle impartial et neutre aux Nations Unies. D'ailleurs, je ne me suis jamais occupé de la situation égyptienne. Ce serait totalement, je l'aurais refusé parce que j'aurais parti pris pour mon pays, ça c'est clair. Donc, mais j'ai été dans différents pays africains et je pense avoir fait un très bon travail. Et ça se reflète, c'est-à-dire les gens, avant de me voir onusien, ah mais c'est Aziz l'Égyptien. Hein? On m'appelait aussi Aziz l'Africain. Ah oui. Donc il y a eu, je ne veux pas, bien, vous avez Saad el-Faraghi, qui est le master du rééchelonnement de la dette égyptienne auprès des pays du Golfe et auprès de clubs de Paris. On n'en parle plus, on ne parle plus de lui. Mais il a joué un rôle énorme dans ce domaine. Vous avez parlé de Taba. Mais Taba, c'est Nabil el-Arabi et toute son équipe. Un excellent monsieur avec qui j'ai des rapports formidables, et avec Saad el-Faraghi aussi. Je les mentionne, mais il y en a beaucoup. Il y a Abdel Ridi, il y a Mustafa El-Fei, qui malgré que son rayonnement international n'est pas, il connaît très bien l'Égypte, hein, et c'est un vrai intellectuel, réellement international. Mais il a dirigé l'ambassade et la mission permanente de l'Égypte à Vienne, par exemple, avec l'Office des Nations Unies à Vienne. Il y a Faiz Abounaga. Faiz Abounaga, c'est un bulldozer de la diplomatie. Wow. Ah oui, et ce n'est pas la seule. En fait, il y a eu beaucoup de femmes égyptiennes qui ont été ambassadrices à des postes très très importants et qui ont beaucoup réussi. Il ne faut pas ignorer cela. Et qui ont été très fermes aussi, peut-être parfois plus que les hommes. C'est un témoignage en fait très important. Justement parce qu'il ne nous reste que quelques petites minutes. Vous êtes ex-sous-secrétaire général des Nations Unies. Parlez-nous un petit peu aussi dans ces dernières minutes des postes clés que vous avez occupés. Vous avez travaillé surtout dans la résolution pacifique des conflits. Quels sont les événements, les conflits peut-être qui vous ont marqué le plus? Bien, regardez, je suis toujours en exercice, hein, mais à mi-temps.
Donc je m'occupe actuellement d'un comité, je suis le président d'un comité composé de 73 personnes qui représentent ce que je dirais entre guillemets des syndicats, on les appelle des associations du personnel des Nations Unies, dans leurs discussions, consultations qui sont en fait entre guillemets des négociations sur les conditions d'emploi. Et je préside cela en essayant de les aider, de faciliter dans notre jargon onusien les accords, et je remets mes recommandations au secrétaire général qui est mon patron direct. Donc je ne parle à personne d'autre, je dis voilà, je pense qu'ils sont d'accord sur ça, vous pouvez aller prendre les décisions et confirmer, ou bien voilà, ils ne sont pas d'accord, et là, moi je propose ceci ou autre chose, et puis le secrétaire général décide dans son âme et conscience s'il va aller de ce côté ou de l'autre, ou il va trouver une alternative. C'est ce que je fais actuellement, mais à mi-temps, en ligne, etc. On se réunit 2 fois par année, 1-2 fois par année, face à face. D'ailleurs, dans 2 semaines, je serai à Valence pour cette réunion face à face. Mais mon dernier poste à plein temps, j'étais le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le conflit du Sahara occidental. Donc on était basé dans le Sahara occidental, mais je devais discuter avec les ambassadeurs des grandes puissances et le groupe d'amis du Sahara occidental concernant la résolution de ce conflit officiellement entre le Maroc et le Polisario, qui revendique une indépendance qui est contestée par le Maroc, mais en arrière-plan, il y a l'Algérie qui supporte le Polisario. Donc le conflit est plutôt Algérie-Maroc d'une certaine manière. Et heureusement qu'il y a la paix pour l'instant. Ça n'avance pas, il n'y a rien de décidé. Mais ça, c'était mon dernier poste. Mais bien avant, j'étais le directeur de l'administration dans la plus grande mission et la plus compliquée des Nations Unies, 1,5 milliard en dollars par an, au Congo démocratique, à Kinshasa, formidable opération qu'on appelait la reine des missions. Et puis d'autres, je suis un peu expert dans l'Afrique centrale, hein. Le Burundi, le Rwanda, la République centrafricaine et tout cela. J'ai beaucoup travaillé dans ces pays, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Besoin d'une émission entière pour vous écouter. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdelaziz. Non, c'est moi qui vous remercie. Ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur ce soir et de venir justement nous joindre sur le plateau de Nahel International. Merci beaucoup à vous, merci à vous aussi, madame. Vous êtes très aimable. Et je vous remercie. Ça m'encourage à revenir, pourtant ça me fait des complications. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, C'est moi qui vous Dr Hani remercie. Abdelaziz. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce soir.